La qualité des soins en question, un podcast de la Direction générale de la santé de l'État de Vaud. Et moi, chantait Jacques Dutronc. Et moi, ce que pourraient dire de nombreux patients et nombreuses patientes, afin que le savoir autour de leur pathologie ne soit pas uniquement savant, théorique, ne soit pas seulement le fait de blouses blanches, mais qu'il se fabrique avec leur expérience. Celle vécue dans leur corps, dans leur âme, dans leur souffrance, leur peur, leur capacité de se relever, dans leur résilience. Des personnes qui souvent, en plus de leur expérience, nourrissent leurs compétences avec des études, des conférences, des colloques. Le corps médical et la recherche font de plus en plus appel à ces acteurs et actrices essentiels. Éric Pilet fait partie de ces savoirs ambulants, pour ne pas dire ambulatoires. Il a débuté son parcours médical enfant, mais c'est surtout à 16 ans qu'il fait l'expérience d'un long séjour hospitalier. Et de là, il n'a malheureusement jamais vraiment quitté ses médecins. Ce chemin douloureux, délicat, il en fait une force pour lui, mais surtout pour les autres. Il participe à toutes sortes de commissions, il va également parler aux personnes qui pourraient subir les mêmes traitements et les mêmes traumatismes. On écoute Éric Pilet. Quand au préalable, on me disait « Ah, mais vous savez, mais c'est rien, c'est pas grave. Mais si ça va pas, vous verrez, vous pouvez avoir une poche. » Et moi, je dis « Mais ça va pas, une poche. Moi, avoir une poche, je me dis, c'est pas possible. » Ben, elle est là, elle est là. Et elle est tellement bien là que je fais partie de l'association ILCO, qui est l'association des gens qui ont des stomies. C'est une organisation mondiale avec une association suisse et vaudoise. Et ça m'arrive de rencontrer des gens, j'appelle ça mes patients, à qui je donne des conseils. Je suis demandé, donc soit par le CHUV, soit par l'association, pour aller voir des patients qui vont avoir cette opération ou qui l'ont déjà eue. Et ça m'amène à des contacts extrêmement intéressants, parce que ça me permet de... Alors je ne parle pas de mon expérience, parce qu'elle est compliquée. Et j'ai fait là des très bonnes expériences, par exemple un petit monsieur qui va avoir son opération. Et je le rencontre, et lui, son seul souci, vous savez pas ce que c'est, son seul souci, bien sûr, est-ce que je pourrais continuer à boire un verre avec mes copains? Il dit ça, lui. Et je lui dis, mais bien sûr. Il y a une dame au téléphone, 1 heure de téléphone, qui me dit, mais écoutez, moi j'ai un gros problème, je ne sais pas comment régler ça. Je viens régulièrement 1 fois par semaine chez ma fille, à Puy, et je passe la nuit chez elle et je dors dans la chambre de ma petite fille. Et cette dame disait, j'ose plus dormir chez ma fille parce que je ne peux pas me faire à l'idée que ma petite fille voie ça. Et je lui dis qu'elle devrait peut-être lui expliquer, carrément lui montrer, lui expliquer gentiment ce que c'est. Mamie, elle a ça, et tout ça. Je m'excuse, je vous interromps parce que ça m'amène une question. Là, vous avez pour une même pathologie des craintes très différentes. Vous arrivez en tant que patient qui parle à d'autres patients à répondre en fonction de la demande. Est-ce que vous avez l'impression que les médecins entendent les craintes qui peuvent paraître un peu anodines, comme la crainte de « est-ce que je pourrais encore boire un verre avec mes amis », mais qui n'est pas anodine? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Les médecins, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas entendre ça. Et le patient, il n'ose pas poser ce genre de questions. Il y a les choses vraiment académiques, le médecin, l'infirmière pour des choses un peu plus courantes, puis peut-être des gens comme nous qui ont quand même une certaine expérience et qui peuvent combler cette lacune qu'il y a. Vous voyez? Alors, dans cette association, on est quelques-uns, on n'est pas beaucoup à être... parce qu'il faut aussi un tout petit peu de... soit de patience, ou un tout petit peu de pédagogie, peut-être. D'empathie aussi. D'empathie aussi, et tout. Et alors, pour en venir à l'histoire de la poche, là, moi, la chose essentielle que j'ai dit aux gens au début, il vous faut vous accaparer cette chose, il vous faut la toucher. C'est un nouvel organe que vous avez. Ça, c'est à vie, hein, c'est pas temporaire. Moi, je suis allé à la mer, nager, on peut aller à la piscine, on peut vivre normalement. On n'est pas handicapé. C'est un handicap. On n'est pas handicapé. Alors, vous dites tout à l'heure, vous souriez, vous êtes comme ça. Alors, vous savez, je vais quand même vous dire, j'ai quelquefois aussi des passages à vide où
où je suis au fond du trou un peu, mais vraiment au fond du trou. Je pleure, j'en ai marre, mais généralement ça dure une demi-journée et quand je suis bien au fond, eh ben, ça repart et c'est bon. Puis comme me disait le chef des cliniques avec qui on parlait l'autre jour, il disait mais au fond, toutes vos activités que vous avez dans toutes ces commissions, des causes, du DEP, de la danse et tout ça, ça vous nourrit. Et c'est vrai. Il m'a dit, bon, moi, ça me nourrit en quelque part. Quel est le moteur pour vous de participer à toutes ces commissions diverses? J'ai 2 prothèses de hanche. Et dans les années 1992, 94 et un peu après, j'ai été plusieurs fois à l'hôpital orthopédique. J'ai eu des accidents et des choses. Et là, il y a eu des premières ébauches d'études où on m'a demandé est-ce que vous voulez faire partie d'une étude, puis j'ai toujours dit oui. Et après, alors ça s'est enchaîné avec mes autres interventions du CHUV. J'ai toujours dit oui, parce que c'était pour moi aussi que il faut aussi savoir donner pour recevoir. Et je trouvais que si je pouvais donner quelque chose, même une toute petite pierre à l'édifice, ben, ça valait la peine de le faire. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, il y a eu ce grand projet d'ECOS, cette étude sur la convergence des savoirs pour une médecine personnalisée, qui est menée par le collaboratoire de l'Université de Lausanne. C'est la Fondation Linarts qui chapeautait tout ça, qui finançait cette étude. Et là, nous étions 27, je crois, personnes, pas forcément des patients. Il y avait des gens en excellente santé pour discuter de cette problématique de la médecine personnalisée. Alors au début, on a beaucoup travaillé sur le génome, on a fait nos petits frottis, on était prendre notre ADN. Mais dans cette équipe qu'on était, très vite, la notion de santé personnalisée a éclaté. Et très vite, on a dit, mais il y a un tas de choses. La médecine personnalisée, c'est pas que la génétique. Pour nous, citoyens, la médecine personnalisée, au fond, c'était autre chose. C'était même la notion de fin de vie, ou la médecine préventive, mais dans le sens large du terme, la médecine préventive. Puis après, il y avait ce dossier électronique du patient, il y avait toutes ces choses-là. Et l'équipe de l'UNIL, de Lennart et du collaboratoire, a admis cet élargissement. Et après, on était quelques-uns du groupe qu'on a dit, mais ça fait maintenant peut-être un peu plus que 2 ans qu'on se connaît, ça serait bien qu'on continue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et de là est née cette idée qui s'est réalisée de ce collège de co-chercheurs et co-chercheuses, collège citoyen de co-chercheurs et co-chercheuses en matière de santé. On est reconnu par l'Université de Lausanne. Nous avons établi une charte qui a été reconnue par le rectorat. Cette équipe qu'on est, on participe à différents ateliers ou des groupes de travail de différents domaines qui concernent la médecine et qu'on amène ce regard citoyen. C'est une forme de militance pour que le patient soit partenaire de sa propre vie médicale? Alors, pas seulement le patient citoyen, le citoyen co-chercheur en matière de santé. Mais c'est vrai que quand moi je suis dans plusieurs de ces groupes, il y a le dossier électronique du patient, il y a le projet ADAS, c'est un projet du CHUV, un hôpital adapté aux aînés. Il y a avec Jenny Gentison du CHUV qui fait le MedFlag, c'est un projet magnifique qu'elle a, on pourra peut-être en parler après. Et il y a ICON qui est International Co-Production Health Network, qui est vraiment un projet de coproduction entre les soignants et les patients, parce qu'on prétend qu'on arrivera à des meilleurs résultats en rendant les patients co-gérants de leur... Mais là, j'ai aussi, moi, un point de vue citoyen. Quand je dis, pour réussir ça, il faut qu'il y ait une éducation thérapeutique du patient. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. On a de peine à me croire, mais je tape sur le clou. À chaque fois qu'on a des séances, je le redis. Ça, c'est mon regard citoyen-patient. Le projet de MedFlag, c'est un outil médical en hôpital qui permet de jauger la capacité du patient qui va sortir de l'hôpital à gérer ses propres médicaments. Vous voyez? Ça peut aussi engendrer que les gens apprennent
apprendre à reconnaître la forme d'un médicament, la couleur d'un médicament, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont un problème de reconnaître un médicament parce que c'est par exemple, leur langue ou leur culture. Éric Pillet, le patient co-acteur ou co-producteur de savoir, en fait, ça rentre dans les mœurs maintenant, ou il faut encore du chemin? Alors, pour moi, il faut encore beaucoup de chemin. C'est un fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Par exemple, les infirmières ne sont plus des oui professeurs, oui docteurs, comme il y a 40 ans en arrière ou 50 ans en arrière. Maintenant, elles sont quand même beaucoup plus partie prenante, on leur demande leur avis, ça se voit, ça se sent, c'est plus comme avant. Le patient est là aussi. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a encore le patient qui, lui, ne veut pas savoir. Alors, il y a plusieurs raisons s'il ne veut pas savoir. Parce que peut-être qu'il a peur de la maladie. C'est peut-être plus facile de ne pas savoir que de savoir. Donc, ces démarches-là, vous ne pouvez pas forcer. Vous pouvez encourager. Alors moi, je pense que si on fait une bonne éducation thérapeutique du patient, et pour en venir à l'autre projet, alors le projet d'Icône, qui est lui de cette coproduction en matière de santé, alors là, si on veut arriver à une bonne coproduction, ou lorsque le patient il est avec son médecin et que le médecin lui dit, bon, ben alors écoutez, c'est vous qui allez gérer ça, cette sonde-là, comment ça se passe, si elle bouge ça, ben vous faites ci, vous faites comme ça, eh bien, il faut qu'il y ait un minimum d'apprentissage. Et là intervient le mot de la confiance. Il faut que le médecin ait confiance que le patient va le faire. Et vous devez avoir confiance en votre médecin. Ah oui, il m'a bien dit de faire comme ça, j'ai confiance dans ce qu'il me dit, je peux faire ça. Alors, moi, je trouve qu'il y a encore un immense chemin à faire. Mais ça change. Mais là, vous parlez de la résistance du patient quand vous parlez de la peur de savoir. Est-ce qu'il y a une résistance du corps médical de perdre le tout pouvoir du savoir, de perdre le contrôle? Alors, écoutez, il y a quelques anciens mandarins qui sont encore restés, ou c'est eux les super puissants. Moi, il me semble que dans les jeunes médecins, non. Alors, il y a vraiment une envie de dialogue, une envie d'avancer. Et quand ils voient, en tout cas dans nos commissions, comment des groupes de gens comme ce collège qu'on est là, cette qualité de choses que l'on amène, ils sont sous le coup. C'est ce qui nous encourage beaucoup. Éric Pillet, il est vrai qu'avec vous, on parle d'un patient professionnel, entre guillemets, je m'excuse de le dire comme ça, mais vous avez une longue expérience des hospitalisations, de nombreuses pathologies, vous vous informez, vous lisez des choses, donc vous avez une capacité à être ce partenaire, mais quelqu'un qui ne parlerait pas la langue, qui aurait peur chez le médecin, parce que le médecin reste la blouse blanche qui a le savoir, alors là, les problèmes deviennent plus importants probablement. Alors bien entendu, qui sont même là très importants, parce que tout est un facteur humain. On peut dire tout ce qu'on veut, il faut améliorer, on va faire de la cogestion. Mais de la cogestion, pour qu'elle puisse se faire, il faut qu'il y ait un patient qui soit apte. Alors, pour être apte, il n'y a pas seulement l'intérêt qu'il a pour sa bonne maladie, mais il y a la langue, il y a la connaissance, il y a les capacités cognitives, il y a toutes ces choses-là. De par votre expérience de patient, mais aussi d'accompagnement d'autres patients, qu'auriez-vous envie de dire en conclusion? Alors, moi, j'aimerais dire aux patients, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la blouse blanche. Dites-vous que vous avez autant de valeur que la personne qui est en face de vous. Qu'il soit un médecin, professeur, infirmier, infirmière, c'est un être humain comme vous. Et c'est ça qui est très important. Moi, je trouve qu'il faut être naturel, il faut être soi-même confiant, soyez vous-même, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de reposer plusieurs fois même les mêmes questions, ça ne coûte rien. C'est permis de ne pas comprendre. Moi, je pense que c'est permis d'avoir peur, mais c'est permis de dire « j'ai peur ». Et s'il entend, et moi je pense que le bon médecin, la bonne infirmière qui entend ce discours-là, eh bien elle sera aussi mise en confiance. Parce que si vous avez confiance, le médecin qui est en face de vous sent que vous avez confiance, et à ce moment-là, il y a un dialogue, et ce dialogue, il est primordial. C'est à double sens, c'est pas à sens unique. Il ne faut pas tout attendre du médecin, il ne faut pas tout attendre, non.
Lui, il doit recevoir quelque chose de vous, comme vous voulez recevoir quelque chose de lui. Et pour que cet échange existe, il doit y avoir une harmonie. Et au travers de cette harmonie, pour qu'elle existe, il faut aller au-devant, il faut aller vers son médecin, il ne faut pas avoir peur de lui parler, il ne faut pas avoir peur de donner ses craintes, ses espoirs, ses besoins, et se dire, comme Henri Miller, je ne suis pas plus con qu'un autre. Ce podcast vous a été proposé par la Direction générale de la santé de l'État de Vaud. Il a été réalisé par Laurence Bollomet et le service de communication et de création audiovisuelle du CHUV. La musique est de Wastellander. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur notre plateforme.